Dernier chapitre de cette journée marathon consacrée, parce et concentré aussi, à l'orientation avec ce moment que tout le monde attend, bien sûr, le question-réponse avec les auditeurs, une sorte de téléphone qui va sonner en direct chez nous. Téléphone de l'orientation, Avec plein de exactement. questions. On va d'abber présenter nos invités. Vous le voyez, nous sommes très bien entourés. Pour répondre à ces questions, à ma droite, il y a Yannick Thévenet. Bonjour Yannick. CSAIO, Académie de Poitiers. Vous nous expliquerez le sigle tout à l'heure. À côté de vous, Valérie Bérécochéa, qui était avec nous tout à l'heure et qui a le plaisir, qui nous fait le plaisir d'être avec nous encore. CPE, toujours CPE, référente de l'internat lycée Fernand Daguin Libourne. Ça n'a pas changé depuis 15 minutes. Et Stéphane Aliou, qui nous rejoint, proviseur de Venise Verte Niort. Bonjour à tous. Du côté gauche, nous avons Alexandre Elbakir, directeur adjoint orientation région Nouvelle-Aquitaine. Bonsoir à tous. Nous avons François Castet, que nous avons vu tout à l'heure, Lisa Molina et j'oublie Céline Bienès, c'est ça ? Cécile, pardon. Bonsoir à tous. Bonsoir. Alors, tout à l'heure, justement, depuis ce matin, on vous dit que notre standard est ouvert pour que vous nous posiez toutes vos questions sur l'orientation professionnelle. On a récupéré des questions écrites. On aura également tout à l'heure le plaisir d'avoir par téléphone, justement, en direct, d'autres questions. On va débuter peut-être avec Marie des Deux-Sèvres, qui nous dit « J'habite dans les Deux-Sèvres. Suis-je obligée de faire ma formation dans ma région ou puis-je aller dans la région voisine? Et si oui, la région m'aide-t-elle quand même ?» Il y a plein de questions dans une. Qui répond? Qui se lance? Levez le doigt. Moi, je veux bien faire le début de la réponse et Alexandre fera la fin. Allez-y Yannick, Voilà. Très bien, on cadre, c'est très bien. On vous écoute. SAIO, ça veut dire chef du service de l'information et de l'orientation. Et moi, je suis donc le conseiller de la rectrice de Poitiers sur cette thématique-là. Et donc, il y a aussi la même chose à Bordeaux et à Limoges. Et donc, effectivement, on n'est pas obligé de rester dans sa région pour faire ses études. On peut bien évidemment bouger, on peut bien évidemment aller dans une autre région. Il y a quand même une priorité qui est donnée quand on veut aller dans l'université ou dans le BTS ou dans la classe préparatoire qui est dans son académie, dans son département. Il y a quand même une priorité qui est donnée de manière à ce que les gens puissent se répartir sur le territoire. Mais bien évidemment, il y a plein d'écoles qui ne se font pas sur le territoire et sur lesquelles on peut bouger. Et je pense que de ce côté-là, la région peut aider à cette mobilité. Et donc, Alexandre, je pense, va pouvoir compléter utilement ma réponse. Alexandre qui acquiesce. Merci Yannick. On va peut-être compléter à deux voix avec Cécile, ma collègue directrice de la jeunesse, qui pilote dans sa direction pas mal de dispositifs de mobilité. Ce qu'on peut répondre à cette personne, c'est déjà que la mobilité, c'est important pour pouvoir ouvrir et élargir l'horizon des possibles. Quelquefois, on peut trouver des solutions de formation en proximité de chez soi, mais c'est bien aussi d'aller voir ailleurs, d'être confronté à des réalités qu'on ne connaît pas. Et donc la région, elle encourage à la fois le fait d'avoir des formations en proximité pour les gens qui souhaiteraient se former en proximité de chez eux, mais elle encourage aussi la mobilité, que cette mobilité soit au sein de la région ou que cette mobilité soit aussi internationale. On sait aujourd'hui combien avoir une expérience Erasmus, avoir une expérience de mobilité internationale, c'est formateur et c'est utile dans un parcours. Et donc nous, la région, on considère que tout souhait de mobilité, quel qu'il soit, il doit être encouragé et qu'on a des leviers, on a des outils pour lever les freins à la mobilité. Donc par rapport à ces mobilités, effectivement, dans le cadre d'un parcours, les jeunes peuvent aussi faire des mobilités internationales et la région accompagne et soutient ces mobilités, que ce soit dans le cadre d'un parcours, ce qu'on dit académique, c'est-à-dire lorsque les jeunes sont à la faculté, dans un BTS ou des choses comme ça, en post-bac, et aussi la possibilité de pouvoir faire des parcours de mobilité. Lorsque ces jeunes sont hors de ces parcours-là, ils peuvent être soutenus pour faire des stages, pour partir à l'étranger, et nous avons des dispositifs à leur disposition qui leur permettent de construire une expérience à l'étranger pour ouvrir leurs horizons, rencontrer et se confronter au vivre ensemble. Pour prolonger le propos d'Alexandre, qu'en est-il d'Erasmus, justement, avec ce climat actuel? Est-ce qu'on peut faire Erasmus ou finalement c'est pour l'instant un peu, entre guillemets, neutralisé, il ne se passe rien, ou il y a des choses quand même on peut quand même partir en Europe quand on est jeune étudiant? Alors actuellement, les jeunes étudiants peuvent partir en Europe dès l'instant que les contraintes que vous connaissez n'existent pas, c'est-à-dire de rentrer dans le pays. Certains pays ont fermé leurs frontières, d'autres continuent d'accueillir. Donc il y a effectivement aujourd'hui encore la possibilité pour les étudiants de pouvoir partir à l'étranger. Il y a aussi, qui s'est extrêmement développé depuis la crise sanitaire, la possibilité de pouvoir faire
une mobilité avec des contraintes sanitaires, c'est-à-dire travailler en visio, partir dans un pays étranger et télétravailler du pays étranger où on est et avoir des stages qui sont construits autour de ces mobilités qui sont aujourd'hui des nouvelles mobilités. Mais tout ceci existe. Et pour info, autour du programme Erasmus, la chance que l'on a, c'est que la jeunesse est une priorité pour l'Europe et que les crédits d'Erasmus ont été augmentés de 80%. Et donc nous travaillons actuellement avec l'agence Erasmus sur la possibilité effectivement d'ouvrir au regard des nouvelles priorités de l'Europe, d'ouvrir les programmes pour permettre aux jeunes néo-aquitains de pouvoir encore plus profiter de ces programmes et partir à l'étranger pour se construire une expérience. Donc les parents peuvent dès à présent regarder justement, notamment Tout à fait. Erasmus. En tout cas, surtout les étudiants, les étudiants en université ou en post-bac peuvent aussi poser la question au sein de leurs établissements par rapport à ces mobilités qui existent et ils seront renvoyés vers les différents opérateurs qui existent et qui gèrent ces mobilités-là, dont la région. François, vous souhaitez ajouter quelque chose ? Oui, je voudrais ajouter un mot sur la mobilité internationale. Nous, on est en partenariat avec le site Euroguidance qui gère toutes les informations sur chaque pays en termes de mobilité européenne et même internationale. Et du coup, vraiment, ils peuvent, s'ils cherchent des ressources, nous contacter, le service Mon Orientation en ligne de l'ONICEP, qui les mettra en rapport direct avec les structures concernées. Alors on va écouter Très une bien. question en direct, je crois que c'est Jérémy. Bonsoir. Oui, bonsoir Jérémy. Bonsoir Jérémy, Bonsoir, nous Jérémy. vous écoutons. Je suis en seconde et j'aimerais faire médecine. Et j'aimerais savoir s'il faut passer par PASS ou par LAS pour avoir le plus de chances d'arriver en deuxième année. Alors, passe ou Passe ou las ? Qui se lance ? Yannick ? Je sens que c'est encore une question pour moi. Allez. Ça dépend en fait du lieu où tu habites, Jérémy. C'est-à-dire que si tu es à Bordeaux ou à Limoges, alors je ne connais pas forcément trop sur Bordeaux et Limoges, parce que moi je suis Xayo à Poitiers, mais ça sera plutôt une LAS, et si c'est à Poitiers, ça sera plutôt une PASS. Les deux mènent aux mêmes études, aux mêmes résultats en fait. Hein. C'est deux modalités de formation différentes, mais les deux mènent aux études de médecine et au fait d'être médecin. Alors d'un côté, on a une licence accès santé, et donc avec une double licence, c'est-à-dire qu'on fait à la fois une licence santé, mais aussi une licence à côté. Alors ça peut être des études de sport, ça peut être des études de SVT, d'espagnol, enfin on va y arriver, voilà. Et donc c'est l'avantage de cette double licence, que ce soit en PASS ou en LAS, c'est qu'en fait on a la possibilité, si malheureusement on échoue dans les études de santé, d'avoir une certification à côté qui va permettre de continuer. Et alors que précédemment, dans l'ancienne réforme, dans l'ancien système, on n'avait pas cette possibilité-là. Et donc, les élèves doublaient, puis après avaient entamé un autre cursus. Et donc là, maintenant, c'est quand même plus facilitant pour les élèves qui peuvent se réorienter plus facilement. Voilà la différence entre les deux. Mais les deux sont, je dirais, aussi intéressantes l'une que l'autre. Ça dépend des universités. Certaines proposent des PASS, certaines proposent des LAS. Ça dépend vraiment des universités. Peut-être quelqu'un veut compléter ? Je pense que vous avez tout dit, Yannick. Merci. Je ne sais pas si Jérémy est encore en ligne. Jérémy ? Oui, je suis encore en ligne. Merci pour les infos. Et je vous souhaite une bonne soirée, bonne continuation. Merci Jérémy. Alors, nouvelle question posée par Issa de Tulle. Je ne suis plus à l'école. Je vais aller travailler dans l'exploitation de mon oncle qui veut me prendre en contrat d'apprentissage. Est-ce que j'ai le droit ? Et comment ça marche ? C'était technique. Pas mal de questions. Hein. 2 questions. Encore plusieurs questions. Donc, dans l'exploitation de son oncle, il veut François. prendre contrat Oui, je peux d'apprentissage. répondre en partie. Reprendre une exploitation est possible à condition d'avoir un diplôme qui le permet. Et du coup, la réponse à la question va dépendre en fait de son niveau et de son âge. Ensuite, il y a pas de problème pour suivre une formation en apprentissage. Et il faut quand même voir dans les diplômes agricoles dans quelle évidemment culture il compte te faire s'installer.
à côté de ça, il faut également se renseigner auprès des services pour connaître les aides possibles, parce que c'est quand même une problématique très importante. Donc là, si c'est un adulte, il y a le BPREA, il y a des structures à contacter. Alexandre, vous souhaitiez Oui, juste rebondir? quelques compléments pour dire à quel point l'apprentissage est une voie d'excellence et c'est vraiment une voie qui doit être considérée à même valeur que les autres. C'est une voie qui insère. Il n'y a pas de bonne formation ou de moins bonne formation. Je pense que beaucoup d'entre nous savent, la région Nouvelle-Aquitaine est la première région agricole d'Europe. Donc il y a un potentiel énorme sur notre territoire. Côté région, on est engagé dans une démarche qui s'appelle Neoterra, qui vise à accélérer la transition écologique et énergétique du territoire. Et n'oublions pas que l'agriculture fait partie des activités avec les transports et avec l'industrie qui peuvent être polluantes. Donc pour changer l'image de ces métiers, pour faire évoluer les pratiques, c'est important que des jeunes s'engagent en contrat d'apprentissage et contribuent à faire évoluer ça. C'est vrai qu'on peut avoir une prise de conscience environnementale à tous âges, mais on constate que les nouvelles générations veulent particulièrement faire évoluer l'agriculture et l'écologie. Donc il ne faut pas hésiter à effectivement se lancer dans des contrats d'apprentissage. Et deuxième élément, sur les bornes d'âge, récemment, les services de l'État ont augmenté les bornes d'âge. Donc on peut être apprenti jusqu'à 30 ans. Donc il faut se dire, l'apprentissage, ça peut être aussi pour moi. Les employeurs ont des aides. La région accompagne au travers des cartes de formation également la dynamique de l'apprentissage. Donc c'est vraiment un levier à la fois de formation et d'insertion professionnelle pour les jeunes de Nouvelle-Aquitaine. C'est pas un parcours finalement du combattant que de pouvoir accéder à ce dont vous parlez. C'est à portée de main presque. C'est à portée de main. Ça peut être une difficulté dans un contexte de crise économique et de crise sanitaire où quelquefois des jeunes ont un contrat mais ne trouvent pas forcément l'entreprise pour pouvoir mener à bien leur alternance. Mais dans le cas d'une exploitation, dans le cas de d'ISA, ça devrait pouvoir se solutionner. Mais en tout cas, il faut vraiment y croire. L'apprentissage, ça marche. Juste pour ajouter encore une chose, c'est que là, il faut se mettre vite en rapport avec la Chambre d'agriculture de son département, parce que il y a des exploitations à reprendre, il y a des aides, il y a vraiment des choses mises en place pour ça. Merci à tous les deux. Je crois qu'on a une question au standard. C'est Véronique qui est avec nous. Oui, bonsoir. Bonsoir Véronique. Mon fils veut passer en première générale, mais le conseil de classe lui propose la voie professionnelle. Qui est-ce qui a le dernier mot pour pouvoir faire le choix? Je sens que Stéphane est prêt à répondre. Va prendre le relais. Bonsoir madame. Effectivement, au mois de fin mai, début juin, le conseil de classe se prononce sur les demandes d'orientation que vous avez formulées pour votre enfant. Si vous avez sollicité une orientation en voie générale et que le conseil de classe a émis un avis défavorable, vous avez la possibilité de solliciter un entretien avec le chef d'établissement ou son représentant pour un temps d'échange pour échanger sur le projet de votre enfant et voir si véritablement le chef d'établissement, malgré la décision défavorable du conseil de classe, émet un avis favorable au projet de votre enfant et celui de passer en première générale. À l'issue de cet entretien, deux possibilités. Soit effectivement le chef d'établissement revient sur la décision du conseil de classe et donc vous obtenez le passage en première générale, et donc il est acté. Soit le chef d'établissement maintient la décision du conseil de classe et vous avez la possibilité de solliciter la commission d'appel qui, vers la mi-juin, va étudier la scolarité et le projet de votre enfant. Par contre, donc la commission va se réunir, vous pourrez être entendu, votre enfant également, et à l'issue de votre audition, il y aura une instruction de votre demande, et soit effectivement la commission d'appel valide votre demande de passage en première générale et vous obtenez ce passage en première générale, ou à défaut, si la commission d'appel maintient la décision du conseil de classe chef d'établissement, la décision s'impose à vous et votre enfant ne pourra pas passer en première générale. Donc pour résumer, le conseil de classe, l'audience avec le chef d'établissement et éventuellement la commission d'appel si vous le souhaitez. Et à l'issue de cette commission d'appel, il n'y a plus de possibilité de recours pour vous, madame. D'accord. Merci pour ces précisions. Bonsoir, madame. Et alors pour prolonger un petit peu, est-ce que parfois il y a justement un peu des heurts, des chocs entre la volonté des parents qui veulent absolument quelque chose et puis finalement les profs qui disent autre chose? Est-ce que parfois, voilà, on n'est pas dans le procès bien sûr, mais non, on essaie de trouver la solution et la décision qui soit la meilleure pour le jeune et surtout pour lui permettre de réaliser son projet et de sortir diplômé du lycée en décrochant son baccalauréat. Donc il y a un dialogue qui s'instaure tout au long de l'année avec les professeurs principaux, avec les membres de la communauté éducative et dans la très grande majorité des cas,
on arrive à un consensus qui est partagé. Parfois, effectivement, on arrive à cette situation de blocage, mais elles sont extrêmement rares et de moins en moins nombreuses. Je le pense à Nicolas. Yannick, pardon. Oui, effectivement, elles sont de moins en moins nombreuses, ces situations de blocage. Et je pense aussi, ce qu'il faut dire, c'est qu'un projet d'orientation, ça se construit tout au long d'un parcours scolaire. C'est pas simplement l'année de troisième ou l'année de seconde. Ça se construit, je dirais, tout au long du collège. Allez, on va dire à partir de la 5e, 4e, parce qu'avant, c'est un peu petit peut-être. Et ensuite, c'est tout ce parcours qui aboutit finalement à la fin de 3e à un choix. Et il n'y a pas de bon ou de mauvais choix. Et on peut se tromper, on peut faire un choix en seconde générale et puis finalement aller après vers la voie professionnelle, ou aller dans la voie professionnelle et puis finalement obtenir un BTS et puis reprendre des études plus longues. Tous les choix sont possibles. Je pense que ça a été un peu le leitmotiv de cette journée. qu'un projet d'orientation, ça se construisait et que les choix sont possibles et il faut vraiment ne pas freiner l'ambition des élèves, c'est le plus important. Et pour en revenir à ce que disait Stéphane, il y a de moins en moins quand même de situations d'appel puisque les dialogues sont de plus en plus importants dans les établissements. Lisa, vous souhaitiez rebondir justement. Juste préciser, quand on parlait tout à l'heure de la commission d'appel, il y a aussi un interlocuteur qui peut être entendu, c'est des psychologues de l'éducation nationale. Et donc pour le coup, les parents peuvent aussi solliciter la psychologue qui peut aussi apporter son point de vue par rapport à la situation. Merci. Je crois qu'on a une nouvelle personne au standard et il me semble que c'est Lisa. Thomas. Ça finit pareil, mais c'est pas... C'était Lisa ici. Thomas, est-ce que vous êtes avec nous ? Oui, bonsoir. Bonsoir Thomas. Bonsoir. Je vous appelle parce que je suis en seconde et en fait, j'aimerais faire un CAP pâtisserie. Et le problème, c'est que j'ai de plutôt très bons résultats en cours et mes parents, du coup, souhaiteraient que je continue mes études plutôt que faire ce que j'ai envie de faire. Donc, j'aimerais savoir ce que vous me conseilleriez. Alexandre. Se précipite. Alors, peut-être une proposition en forme de boutade. Proposez-leur de regarder Top Chef avec vous pour montrer à quel point, quand on fait de la pâtisserie, on fait des belles choses et à quel point c'est une vraie voie d'insertion professionnelle que de devenir pâtissier. Mais si on n'a pas la télé ? Alors, si on n'a pas la télé, on peut avoir Internet si on a du réseau. Mais pour répondre plus sérieusement à cette question-là, c'est vrai qu'il y a encore l'orientation, Yannick disait, c'est un parcours qui se construit. Et on est tous aussi héritiers de stéréotypes ou de visions qui sont transmises par la société, par la famille, par l'entourage. Et c'est vrai que quelquefois, certains parents peuvent vouloir le meilleur pour leurs enfants. Mais ce qu'on peut leur dire aussi, c'est que vouloir le meilleur pour leurs enfants, c'est vouloir ce que eux souhaitent et là où ils pourront s'épanouir. Et c'est pas forcément parce qu'on a des bonnes notes qu'on doit aller en filière générale. En CAP pâtisserie, on peut réussir très bien. On peut même très bien gagner sa vie, voire mieux gagner sa vie que quelqu'un qui a fait des études générales. Donc l'important, c'est quand on a la chance d'avoir envie de faire quelque chose, c'est de pouvoir le réaliser. Il y a tellement de jeunes et de moins jeunes qui ne savent pas ce qu'ils veulent faire et qui sont quelquefois dans une incertitude sur l'avenir ou une incertitude sur le champ des possibles, que quand il y a quelqu'un qui a la vocation pour quelque chose, ce serait quand même dommage de ne pas l'encourager. Je crois que la question est intéressante parce que la réponse, elle vaut aussi pour la voie technologique et ce qu'on disait tout à l'heure, où parfois on a un certain nombre de familles qui souhaitent privilégier une orientation en voie générale, alors que le projet de l'enfant porte plutôt sur la voie technologique. Et là, évidemment, notre rôle, c'est d'accompagner et d'échanger avec la famille pour casser les représentations et les rassurer. Parce qu'en fait, derrière tout ça, il y a souvent beaucoup d'inquiétudes chez les familles. Allez, une question posée par Mathilde d'Angoulême. Entre le distanciel et le peu de présentiel à l'école, j'ai perdu pied. Qui peut m'aider ? Donc, Lisa, peut-être là, non ? Vous pouvez l'aider. Quelque chose me dit que vous avez la réponse, Lisa. Oui, alors c'est ce que je disais dans l'émission précédente. Je crois qu'il ne faut surtout pas hésiter à se tourner vers tous les adultes, les professionnels qu'il y a au sein des établissements. Nous, en effet, assistants sociaux, alors là particulièrement, en effet, depuis un an, cette alternance entre le présentiel et le distanciel peut perturber pas mal de jeunes, pas mal de lycéens. Moi, j'en entends souvent là, qui ont le sentiment de décrocher un petit peu et qui ont du mal à s'adapter à ce nouveau rythme. Après, voilà, je pense qu'il ne faut pas hésiter à en discuter avec les adultes de l'établissement pour essayer de mettre en place des choses et puis un accompagnement qui puisse permettre de vivre cette particularité mieux.
Je crois qu'on a répondu à cette question. Parfait, merci Lisa. Enfin, quand même, prolongeons un peu, parce que c'est vrai que ça a un peu cassé quelque chose, enfin, ce côté présentiel, ce côté... voilà, peut-être là, personne n'était vraiment prêt à ça, si, enfin, on n'était pas dans l'esprit général. Je pense On n'était pas préparés. On a tous essayé de s'adapter au mieux, hein, avec les... Enfin, après, je sais pas, c'est les directions d'établissement aussi qui peuvent dire c'est compliqué, avec, voilà, on sait pas trop où on va, les protocoles qui sont modifiés, les emplois du temps qui sont modifiés en fonction voilà, de l'actualité, donc c'est pas simple. Après, en effet, moi, j'interviens dans un lycée professionnel, là, en l'occurrence, où les jeunes ont cours une semaine sur 2. Et pour le coup, ils me disaient vraiment qu'ils ont du mal à se mettre au travail quand ils sont chez eux. Et que du coup, quand ils reviennent, voilà, c'est une alternance qui est compliquée pour beaucoup. Ouais. Nouvelle question ? Nouvelle question, oui, on a Olivier au téléphone. Bonsoir Olivier. Oui, bonsoir à tous. Bonsoir. Du coup, en fait, moi, je vous appelle parce que j'ai une question pour ma fille. Elle est actuellement en bac pro commerce à un lycée professionnel. Et elle aimerait se réorienter vers la maroquinerie. Et on voudrait savoir s'il y a des démarches à faire, s'il y a une orientation à réaliser. On va vous répondre. Alors, effectivement, d'abord, on le disait tout à l'heure, allez rencontrer le psychologue de l'éducation nationale de votre établissement ou aller dans un CIO, puisqu'on vous aidera à construire ce parcours, parce que chaque parcours est différent et chaque niveau, quand on est en seconde, c'est pas forcément le même parcours que pour se réorienter que quand on est en première, etc. etc. Donc, rapprochez-vous pour un conseil plus personnalisé du CIO de votre localité ou du psychologue de l'éducation nationale de l'établissement dans lequel votre fille est scolarisée. Et il est effectivement possible de se réorienter, alors sous condition, hein, parce que par exemple le CAP maroquinerie, c'est un CAP très demandé, avec peu de place, et donc le fait de se réorienter, si votre fille est en seconde et qu'il y a 12 places en première et que les 12 places sont prises, eh bien ça sera peut-être difficile d'y aller dès l'année prochaine, mais elle peut aussi continuer son bac pro commerce et éventuellement après la terminale envisager une mention complémentaire ou une formation qui lui permettra d'aller vers ce domaine-là. Vraiment, c'est possible de le faire via une passerelle dès la classe de seconde, mais on peut continuer dans sa formation, avoir un diplôme et ensuite changer de voie ou en tout cas se professionnaliser dans un autre domaine, c'est tout à fait possible. Très bien, merci pour ces informations. Ouais. Merci de votre appel. Olivier. Une nouvelle question, Jules, qui nous a laissé une question, Jules de Dordogne. Je suis en seconde, je ne sais pas ce que je veux faire plus tard. Comment me décider sur les meilleures options à choisir pour l'année prochaine ? La seconde, on en a beaucoup parlé. Alexandre. Alors, on va peut-être faire une réponse à 2 voix avec les services de l'État, puisque il y a une réforme du baccalauréat avec les enseignements de spécialité, donc on laissera ce propos-là aux collègues des services de l'État. Nous, côté région, ce qu'on peut vous proposer, c'est d'aller voir des ressources en ligne pour vous faire connaître la réalité des métiers, et peut-être que ça vous aidera aussi à vous orienter et à savoir ce que vous voulez faire. La région organise régulièrement, tous les 15 jours, mais en ligne, des éditions qui s'appellent les lives des métiers. Et les lives des métiers, ça permet de mieux connaître la réalité des métiers, de développer la culture générale métier. Et quand on ne sait pas trop ce qu'on peut faire, et bien quelquefois, ça peut permettre aussi d'avoir des idées ou d'ouvrir l'horizon du possible. Autre dispositif sur lequel on travaille, c'est les ambassadeurs métiers. On est convaincus, nous, à la région, que le plus efficace, c'est quand les pairs se parlent entre eux, quand les jeunes parlent aux jeunes, qui témoignent de leur parcours, qu'ils partagent leurs expériences. Et donc, on va mettre en place ces ambassadeurs métiers qui vont intervenir et qui vont pouvoir donner des conseils, parler de leurs expériences aux jeunes pour leur donner des idées peut-être autres que ce qu'ils voulaient faire. Et notamment, Jules, c'est comme ça qu'il s'appelle ? Tout à fait. Voilà, Jules qui ne sait pas encore tout à fait où il veut aller, peut aller travailler chez Jules, mais il peut aussi aller travailler dans d'autres horizons que ceux auxquels il a spontanément pensé. Pour compléter peut-être, oui, Stéphane. Au-delà de ce qu'on propose comme accompagnement et comme outil, la région, il y a évidemment les ressources internes et externes de l'éducation nationale qui peuvent l'aider, mais le questionnement est souvent le même finalement. C'est un peu de réfléchir sur qui je suis, quel élève je suis, quels sont mes centres d'intérêt, quelles sont mes compétences, mes talents, quels sont les secteurs d'activité qui m'intéressent. Quel métier effectivement je souhaiterais faire, quelles études permettent de réaliser ce métier. On s'aperçoit que très souvent il existe beaucoup de parcours qui permettent d'accéder à ces métiers et que l'essentiel c'est de trouver des centres d'intérêt, de s'interroger sur
qui je suis, qu'est-ce qui m'intéresse, quel métier je veux faire, comment je peux y accéder. Et naturellement, dans la majorité des cas, les questions apporteront des réponses à l'élève et lui permettront d'être rassuré sur les parcours et surtout de s'apercevoir qu'il existe beaucoup de passerelles, que ce soit de la voie générale, de la voie technologique, de la voie professionnelle, qui permettent d'accéder des métiers dans le monde du tertiaire, quelles soient activités. On peut passer par un bac général, un bac technologique, un bac professionnel. Et ça, c'est important. Puis j'ai envie de dire, c'est pas très grave si au mois de mars, cet élève ne sait pas véritablement ce qu'il veut faire. Il reste encore 2 mois pour construire son projet et je l'invite à prendre contact avec les psy-UN, avec les CPE, avec son professeur principal, enfin l'ensemble des équipes mobilisées dans les établissements scolaires qui vont l'aider à construire son projet en liaison avec les interrogations qu'on a posées tout à l'heure et je pense que les choses s'arrêteront et se définiront tout simplement et calmement et dans une grande sérénité. Et à ne pas hésiter d'ailleurs aussi à utiliser les outils dont on parlait sur les précédentes émissions mises en place par l'ONICEP tels que Horizon 21. Horizon 21 et autres. Une question de Mathéo d'Arcachon. J'aimerais intégrer une grande école, mais mes parents n'ont pas les moyens. Hors de question de faire un emprunt. Quelles sont les aides que vous pouvez apporter? Merci. Eh bien Mathéo, réponse dans quelques secondes. Eh bien non Mathéo, désolé. Question suivante. Non, alors pour Lisa. le coup, oui, je vais pas pouvoir forcément répondre de manière certaine. Il s'orienterait vers quoi? En fait, il souhaiterait faire une grande école, mais ses parents n'ont pas les moyens, justement. Il est hors de question pour eux de pour le coup, moi, je vais pas forcément savoir, puisqu'il faudrait savoir l'école concernée. Si c'est des écoles dans le privé, pour le coup, il n'y a pas forcément les mêmes aides financières que dans les établissements publics. Et puis après, sur les études supérieures, en fait, nous, service social en faveur des élèves, on intervient sur le premier et second degré, donc des écoles jusqu'au lycée. Et ensuite, sur les études supérieures, l'accès au droit on peut rencontrer du coup les assistants sociaux du Crous, qui là, pour le coup, peuvent avoir des informations. Et c'est vrai qu'il y a toute une mythologie sur les grandes écoles. Déjà, effectivement, il faut savoir ce que sont les grandes écoles. On a une petite idée, et parfois que c'est un peu un Everest inaccessible, comme ça qu'on regarde. Nous, pauvres mortels, mais non, on peut. C'est exactement ça. Une grande école, c'est quoi? Parce que faire HEC, bien sûr, tout le monde le comprend. Mais il existe maintenant des formations qui sont à peu près l'équivalent à l'université. Donc les financements pour chaque parcours sont tout à fait différents. Donc évidemment, le dossier social étudiant pour les bourses. Et après, il faut voir au cas par cas. Et c'est très difficile de répondre complètement à cette question-là. Oui, mais c'est peut-être une terminologie... peut-être à combattre, c'est un peu militant, parce que ça veut dire qu'il y a des petites écoles alors. C'est un peu, c'est exactement, c'est dans ce sens-là que je voulais le dire effectivement. Et du coup, c'est vraiment du cas par cas, c'est du cousu humain, quoi. Alexandre? Oui, là, on est vraiment au cœur du parcours d'orientation au sens de l'ambition éducative. C'est pas parce qu'on vient d'une classe sociale ou d'un territoire où on n'est pas familier avec ce qu'on appelle les grandes écoles que si on ne travaille pas bien à l'école, justement, on ne peut pas avoir accès aux écoles de commerce, aux écoles d'ingénieurs ou à d'autres écoles. Ici, en Nouvelle-Aquitaine, la région a signé un dispositif avec Sciences Po Bordeaux et avec nos partenaires de l'État qui s'appelle Sciences Po Je le peux parce que je le veux. Et quand on voit le titre, ça dit tout. Je le peux parce que je le veux. C'est pas parce que j'habite dans un territoire rural ou parce que je suis issu de l'immigration, parce que je suis une fille et que dans ma famille les filles ne font pas des études ou que je viens d'une classe sociale défavorisée que ça n'est pas pour moi. Et donc c'est important de faire connaître les aides qui existent et de donner aux jeunes, quels qu'ils soient, où qu'ils vivent, l'envie et l'ambition éducative qui est la leur pourvu qu'ils se donnent les moyens d'obtenir ces concours ou de rentrer dans ces écoles. Et juste pour compléter les propos d'Alexandre, l'éducation nationale participe aussi à ce dispositif Je peux parce que je le veux avec Bordeaux. On a aussi des projets particuliers, des financements particuliers avec Sciences Po Paris. On est assez complémentaires. Et puis, pour aller en grandes écoles, dans une grande école, il faut faire souvent une classe préparatoire. Ces classes préparatoires sont dans des lycées qui sont publics. Et ces lycées publics ont des internats qui sont financés en partie par la région aussi, mais du coup avec des aides possibles pour les élèves qui sont liées, ces aides, aux notions de bourse et de revenus, et donc ça permet quand même de faire des études à moindre frais. Alors après, c'est vrai que les grandes écoles, quand on intègre des grandes écoles, il y a effectivement un coût supplémentaire, mais là, Lisa le disait tout à l'heure, les services sociaux et notamment le Crous peuvent tout à fait
aiguiller les élèves, mais sur les 2 prochaines années, c'est-à-dire quand on est en terminale et que l'on va faire une classe préparatoire, on a des aides possibles et un hébergement qui va coûter moins cher que quand vous êtes en lycée, puisque les aides dans l'enseignement supérieur sont plus importantes que quand on est dans des lycées, et même les seuils de revenus, alors je ne suis pas spécialiste, mais les seuils de revenus sont plus bas, c'est-à-dire que ça permet d'avoir, avec un revenu un peu plus élevé, plus d'aide que quand on est dans un lycée. Donc il ne faut pas freiner son ambition et il faut vraiment penser qu'on va pouvoir vous accompagner, tous les acteurs autour de la table. Ici, on est là pour vous accompagner, pour vous favoriser ce parcours. Et donc, ne vous limitez pas parce que vous pensez que financièrement, ça ne sera pas possible pour vous. Il y a toujours des possibilités. Rêvez et laissez-vous le droit d'espérer tout ce que vous voulez. C'est finalement un peu ça le message que l'on va délivrer. Malheureusement, on ne peut pas répondre à tout le monde. Il y avait beaucoup d'appels, mais on doit, à un moment donné, rendre l'antenne. Le numéro est juste derrière nous parce que demain, justement, à la même heure, nous répondrons également aux questions que vous nous poserez en direct. 05 57 57 73 73. On pourra vous retrouver demain à partir de 9h30. Ouais. Le standard sera ouvert. On se retrouve nous aussi demain. Et oui, et il sera encore question de choix. Et je me permets de citer Henry Miller, l'écrivain américain, qui dit « L'homme a le choix, soit laisser entrer la lumière, soit fermer les volets. À vous de choisir. » Au revoir.